Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Benoît Prato et je suis ravi de vous accueillir pour le podcast de l'Adidas Terrex Maxi Race. Le podcast qui parle de la Maxi Race, de ses petits secrets et de ses belles histoires. Nous sommes ici pour vous faire découvrir les coulisses de l'événement et ses acteurs, qu'ils soient organisateurs, bénévoles ou coureurs. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e épisode et pour ce 3e épisode, 2 invités particuliers pour parler de trail et de yoga. Perrine Tramoni et Xavier Blum. Bonjour Perrine, bonjour Xavier. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors merci d'être parmi nous. Alors certains vous connaissent, d'autres pas du tout. Alors on va commencer par toi Perrine. Skieuse, kiné, traileuse, puis professeure de yoga. T'as enfilé plus d'un costume. J'ai juste envie de te poser la question, plus que comment, pourquoi devient-on professeur de yoga ? Pourquoi je pense que c'est quelque chose qui vient à nous de façon assez naturelle. Moi, je suis sportive depuis toujours. J'ai baigné dans le sport-études via le ski. Et après, je suis tombée un peu en amour avec le trail. Et comme je me blessais souvent, j'ai été amenée à pratiquer le yoga. Et via ma profession de kiné, transmettre le yoga, c'est devenu assez naturellement une évidence en fait. Toi, Xavier, déjà, tu as un lien particulier avec la Maxi Race. Hein. Perrine l'a couru, toi tu l'as couru, mais tu es aussi à l'origine avec Stéphane de la création de l'événement en 2011, puisqu'à l'époque, tu étais manager marketing de Technica. Ça jusqu'en 2016. Après, tu as été agent événementiel indépendant et coach sportif. Et depuis 3 ans, tu es professeur de yoga Satyam Yoga Vinyasa. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a guidé, toi, vers cette voie ? Eh bien, c'est un peu la même chose. Le yoga est venu à moi. J'ai toujours eu dans ma pratique sportive des éléments complémentaires qui venaient m'aider dans ma pratique sportive, autant dans le triathlon, dans le trail, dans le ski alpinisme, les univers dans lesquels je navigue. Et naturellement, c'est venu à moi dans cette pratique. L'état d'esprit, la manière dont j'avais envie de pratiquer mon sport, le yoga est venu naturellement dans ma vie. Alors je me suis dit en préparant cet épisode, je me suis dit comment on va pouvoir commencer à parler de yoga. Alors je me suis dit on va commencer basiquement. Je suis allé dans le Larousse, comme beaucoup de personnes font souvent, et j'ai cherché le mot yoga. Et alors à la définition du yoga dans le Larousse, c'est discipline spirituelle et corporelle qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. Plus que garder ça en image, chacun à votre tour, quelle est pour vous la définition du yoga ? Vous avez peut-être, en vous présentant, un peu répondu déjà à la question, mais voilà, Perrine, pour toi, c'est quoi le yoga ? Eh ben moi, j'aimerais déjà commencer par contredire la définition du Laos, parce que je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est le corps sous la soumission du mental, plus que l'inverse. Et c'est marrant parce que j'étais ce week-end avec plein de participantes à une retraite yoga. On a posé la même question. Et on avait plus d'une dizaine de personnes et on a eu 10 réponses différentes. Et je pense que, moi en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il y a autant de définitions qu'on pourrait donner du mot yoga qu'il n'y a de gens pour le définir. C'est un mot qu'on appelle polysémique, qui a plusieurs sens. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, chacun peut retrouver dans le yoga ce qu'il est venu chercher. Toi, Xavier ? Oui, eh bien, je rejoins complètement cette définition, comme tu l'as bien expliqué. Oui, pour moi, le yoga, sa définition, c'est vraiment être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et puis de là, en découle ta pratique, à la fois sur le yoga, mais sur ta pratique sportive et ta manière de vivre derrière. C'est vraiment ça, vraiment l'essentiel. Et c'est vraiment comprendre comment respirer aussi, respirer la vie, je dirais, pour pouvoir mentalement être bien et du coup être bien dans son corps. Voilà, c'est vraiment cette logique-là. Tu dis que le yoga, c'est respirer la vie. J'aime bien cette définition. Le trail, par contre, certaines fois, c'est respirer la souffrance, notamment l'ultra-trail. Alors finalement, comment on peut lier yoga et trail ? Parce que dit comme ça semble tellement antagoniste. C'est vrai que c'est plutôt opposé, entre guillemets, quand on regarde comme ça la définition. Mais ensuite, quand on le pratique et quand on essaye de mettre le doigt dedans, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de liens qui viennent se mettre en place.
dans la partie mentale, dans un premier temps, la manière dont on va aborder un événement sportif, un objectif que l'on se donne. Du coup, on va avoir une partie mentalisation qui est hyper importante. Quel que soit le niveau de pratique, quelle que soit la performance que l'on souhaite avoir, ne serait-ce qu'aller au bout de l'aventure que l'on se donne, c'est déjà mentalement quelque chose sur lequel on doit se préparer. Et puis ensuite, derrière, vient la respiration, qui est le lien entre votre esprit et le corps. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et cette respiration pourra vous apporter d'autres choses, d'autres paramètres, améliorer vos performances, votre manière de respirer, votre manière d'aborder le stress de la course, enfin vraiment différents paramètres. Et puis ensuite, derrière, vient vraiment toute cette partie physique, où là, il y a la pratique du yoga et puis la pratique sportive. Et on combine les deux pour avoir quelque chose d'intéressant derrière, qui correspond à chacun. Ouais, toi, corps, esprit, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, peut-être ça fait beaucoup de mots et arriver à dissocier, les deux sont finalement... c'est les mêmes, comment... Alors moi j'ai peut-être un regard un peu plus scientifique dans mon approche du yoga, de par mon métier, je suis kiné. Et c'est vrai que là il y a des chercheurs par exemple qui ont étudié l'impact de la longue distance sur le corps et qui se sont rendus compte à la fin d'épreuves comme les ultra-trails qu'on avait une perte de 30 à 40% de notre force musculaire volontaire. Et 10% seulement de cette perte était liée au muscle en lui-même. Le reste c'est du mental. C'est de la connexion au système nerveux central. Et pour améliorer ça, vous avez ce qu'on retrouve dans le yoga, l'aspect méditatif, parce que le yoga, ça regroupe, comme tu l'as très bien dit, l'aspect méditatif, la respiration et la pratique posturale, qui est peut-être malheureusement la plus connue, mais pas la seule. Et via cet entraînement mental qu'on va retrouver dans le yoga, vous allez pouvoir le reproduire sur les épreuves de longue distance en étant un peu plus connecté à vos marqueurs intrinsèques, à ce que votre corps est en train de vivre, comment vous allez interpréter ce que vous ressentez. Parce qu'en ultra, on a mal, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette douleur ? Est-ce qu'on y répond ? Est-ce qu'on n'y répond pas ? Et ça, vraiment, moi, dans la pratique du yoga, j'ai énormément appris sur cet aspect mental et qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment dominant. En vous écoutant tous les deux, et même en rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure suite à la définition du Larousse, que tu n'étais pas d'accord, finalement, il y a plusieurs écoles, et quelqu'un qui débute, il va aller chercher quoi ? Il va aller dans quelle direction ? Comment ça se passe ? Parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont intéressés par aborder le yoga, mais il y a plusieurs façons de pratiquer le yoga, il y a plusieurs techniques, écoles, je ne sais pas exactement quel est le terme que vous employez. Alors, je suis assez d'accord, c'est un peu une usine à gaz. Moi, pour vous donner l'historique, la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai détesté. Vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Je me suis ennuyée. J'avais besoin de quelque chose qui me challengeait un petit peu plus. Et en fait, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est très dépendant de ce que vous recherchez au moment où vous allez pratiquer le yoga et ne pas vous arrêter à la première expérience. Parce que peut-être selon l'humeur du jour, ce que le professeur à ce moment-là vous aura transmis ne va pas vous convenir. Donc être un petit peu persévérant, patient, savoir que vous pouvez pratiquer avec différents professeurs et du coup recevoir différents yogas. Il y a presque autant de yoga différents qu'il n'y a de professeurs pour l'enseigner. Donc, trouver la personne un peu comme un thérapeute, un ostéo, un kiné. Il n'y a pas de mauvais ostéo, mauvais kiné. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'aura pas répondu à vos attentes. En yoga, c'est pareil. Donc, moi, pour l'aspect au niveau du trail, je vous conseille plutôt une discipline qui on appellerait le vinyasa. Ce serait ce qui est un peu plus commun. C'est la plus dynamique, en tout cas. Ouais, voilà. En tout cas, c'est celle qui sera la plus séduisante pour le trailer qui aime se rentrer dedans, sentir le corps. Mais à ce moment-là, est-ce que finalement dans le trail, on est dans la performance, dans l'effort ? Est-ce que dans la pratique de yoga, on va pas essayer d'aller chercher quelque chose de plus doux aussi ? Complètement, ouais. Oui, il y a les deux parties, je dirais. On peut très bien aller dans un aspect vraiment très physique dans la pratique, dans le flow qu'il va y avoir au niveau de la pratique. On peut vraiment aller chercher l'engagement physique. Et ça va demander vraiment un engagement mental et physique hyper important. Mais avant d'en arriver là, il va falloir passer par plusieurs phases.
Et c'est vrai que là, ça va dépendre du professeur, de l'instant T, de ce qu'on va rechercher, de l'état dans lequel on va être à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, le vinyasa, en tout cas, c'est le plus adapté aujourd'hui pour pratiquer le yoga, pour ce type de population, en tout cas, qui va rechercher quelque chose de physique. Perrine, tu disais que quand tu as commencé, tu as détesté ça. Quel a été ton cheminement finalement et quel type de yoga tu pratiques aujourd'hui? Et j'aurais la même question à Xavier, parce que peut-être que Xavier aussi, il a détesté ça la première fois, je sais pas. Alors moi, je suis tombée dans un cours très ésotérique, spirituel, où à l'époque, ça correspondait pas, en tout cas, à mon cheminement intellectuel. Et après, aussi par mon cursus professionnel, j'ai été amenée à pratiquer avec des professeurs qui étaient un petit peu plus axés sur le corps. Et là, j'ai vraiment retrouvé ce lien entre mes connaissances de thérapeute et toutes les clés que j'avais dans le yoga pour me prendre en charge à moi et après prendre en charge mes élèves. Donc aujourd'hui, j'aime même pas trop dire que je pratique un certain type de yoga parce que je peux décevoir les gens si je m'enferme dans cette case-là. Donc j'ai un yoga plutôt fonctionnel dans lequel je vais retrouver un moment où justement je me détache de la compétition. Quand je suis sur mon tapis, je fonctionne à l'envie, au besoin. Je vois si ma respiration, comment elle est aujourd'hui, mon corps, ce dont il a besoin, si j'ai des petites douleurs. En yoga, j'aime dire à mes élèves, il n'y a pas de compétition ni avec les autres, ni avec vous-même. C'est une découverte, on prend sa température, on voit comment son corps fonctionne et on se rend compte qu'on a un long chemin à parcourir. Le yoga, c'est un peu infini. Complètement. On n'est jamais dans la performance, en tout cas, dans la pratique du yoga. On est vraiment dans la maîtrise et la connaissance de soi-même, de son corps, et essayer, autant de faire se peut, d'aller vers ce vers quoi on veut aller, en tout cas mentalement et physiquement. Quel a été ton chemin, toi ? Oui, ça a été mon chemin dans ce sens-là. Ma pratique, mes premières approches vis-à-vis du yoga étaient plutôt négatives aussi parce que j'avais des mauvaises images, je dirais, dans la tête. Et de par ce qu'on peut voir également à travers les réseaux et à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, le yoga, on met beaucoup de choses dedans et c'est un peu un pot pourri. Donc après, c'est vrai qu'il faut aller chercher des choses complètement différentes et qui nous correspondent derrière. J'avais une approche vraiment où je voyais des choses très spirituelles, très lentes. Je voyais pas d'engagement physique. Je voyais vraiment des gens qui se postaient, on allait fermer les yeux, respirer. Voilà, ça me parlait pas plus que ça. Et puis en fait, j'ai fait 2-3 cours. Il y en avait certains qui me parlaient, d'autres moins. Et puis à un moment donné, j'ai ressenti quelque chose physiquement dans un premier temps parce que je l'ai d'abord sur la partie physique. La partie mentale est venue vraiment après. Et donc j'ai d'abord eu cette approche physique et le vinyasa du coup c'est la pratique qui me correspondait le plus. Et ensuite j'ai mis en relation tout ce que je savais au niveau physique, tout ce que je connaissais de par l'apprentissage que j'avais eu à travers mon cursus professionnel et sportif. Et puis je suis allé vraiment vers ce type de formation. Et là, j'ai eu un déclic où là, j'ai vraiment compris que respirer, c'était important, que mentaliser les choses, c'était important. Prendre du recul sur la manière d'aborder les choses. Tout ça m'a parlé et puis je l'ai mis en application et je l'ai d'abord mis en application sur moi-même pour me sentir mieux dans ce que je vivais et les aléas de la vie que l'on peut traverser parce que la vie elle est jamais simple et donc du coup il y a toujours des parcours plus ou moins faciles et je pense qu'à ce moment-là le yoga il vient en aide et puis du coup derrière on le met en application sur sa vie, sur sa pratique sportive et dans sa vie professionnelle et sa vie de tous les jours aussi. Quelle est la place finalement du yoga dans l'optimisation de la performance ? Alors quand je dis performance, je fais attention aux mots que j'emploie. Je ne suis pas à dire faut gagner la maxi race, il faut faire un chrono de rêve. Je parle juste de plaisir, d'aller au bout, de finir sa course en s'accomplissant. Quelle va être en fait finalement l'optimisation dans cette performance, mais quel soit l'aspect physique et l'aspect mental ? Parce qu'en vous écoutant, on sent bien qu'il y a deux secteurs qui se rejoignent, mais il y a deux parties. Alors on va faire simple, on va commencer par le physique. Ouais, alors il y a
beaucoup de choses que l'on va retrouver dans le yoga qui vont vraiment optimiser la performance. Parce que ça, je sais que c'est séduisant, donc j'aime bien le dire aux athlètes. Premier versant, comme tu l'as très bien dit, on le remet en place beaucoup, la respiration. Apprendre à respirer. Je ne sais pas si on t'a déjà, Benoît, appris à respirer dans ta vie. C'est rare. Non, en tout pas cas, assez. moi qui ai pratiqué le sport à haut niveau, on ne m'avait jamais appris à respirer avant de me poser sur un tapis de yoga. Et comment respirer et pourquoi c'est aussi important de diriger sa respiration. Donc ça, c'est une première approche, j'ai envie de dire. Et d'un point de vue physique, selon le yoga qu'on va pratiquer, il y a aussi beaucoup de travail d'articulaire, tout simplement articulaire, avec la mobilité. Donc quand vous avez une bonne mobilité, c'est-à-dire pas forcément souplesse, je ne parle pas de souplesse, c'est la capacité de générer de la force dans la fin de vos amplitudes. On comprend bien que quand on va courir et qu'on est capable de monter le genou sans forcer presque à la poitrine, notre foulée sera plus économe. On va pouvoir durer plus longtemps en produisant moins d'efforts. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un élément essentiel. Et vous travaillez la musculature profonde en yoga. Et ça, c'est aussi hyper important de le mettre en place sur la posture du trailer notamment. C'est cette musculature profonde qui va vous permettre de garder une certaine stabilité dans le corps qui est importante en trail. Très bien. Et sur l'aspect mental finalement, parce que Xavier, toi, comment tu vois l'optimisation ? Alors l'aspect mental, voilà, ça c'est quelque chose qui se travaille. Le yoga est, je pense, l'un des meilleurs outils pour le travailler. La partie mentale, elle se met sur plusieurs phases. Je dirais que si on prend vraiment la partie sportive qui va intéresser les gens, on va se donner un objectif dans la saison. Donc on va avoir une course phare avec des courses préparatoires. Et toute cette partie-là, il va falloir la mentaliser, planifier, se dire dans sa tête, voilà, j'ai cette course-là qui va être ou sur laquelle je veux vraiment aller jusqu'au bout, performer ou pas, peu importe, mais en tout cas aller à mon niveau dans ce sens-là, et on va mentaliser cette performance. On va justement se préparer par la méditation et la respiration, en essayant de visualiser des choses. Comment est-ce que je vais être physiquement ? Visualiser les choses positives, les choses négatives. Comment est-ce que je vais gérer ces phases-là ? Parce que c'est hyper important. Le positif, hyper facile. On est bien, on est dans l'euphorie, tout va bien. Mais après le positif, il y a toujours un moment de moins bien, surtout dans l'ultra-trail. Et donc du coup, il faut savoir le gérer. Il faut gérer cette partie-là comme il faut. Pour le gérer, eh bien, c'est votre mental. Le physique, à ce moment-là, il répond plus, entre guillemets. Il est plus là, on est fatigué, on est rincé, donc ça ne marche plus. Mais pour que ça fonctionne encore, c'est le mental qui va vous emmener jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, il faut avoir eu cette préparation mentale, le fait de visualiser, de mettre en place des petits outils qui vous correspondent. Pensez à des êtres chers, pensez à quelque chose de positif dans votre vie. Voilà, c'est des petits outils qui vont vraiment vous aider et vous apporter quelque chose de positif dans ce moment négatif que vous passez dans cette phase de course pour aller jusqu'au bout. Finalement, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre... alors je vais me faire taper dessus, probablement, mais entre yoga et préparation physique, je m'entends, c'est-à-dire que le yoga, c'est aussi du lâcher-prise au quotidien, quelque chose qu'on applique au quotidien, comme quand on s'entraîne, finalement, on s'entraîne pour préparer sa course, et qu'arrive le jour de la course, ça doit être naturel, ce lâcher-prise. Question difficile. En fait, on aime bien les questions difficiles ici, et vu que celle-ci, voilà, tu l'avais pas préparée, je crois. Je sais pas ce que tu appelles par lâcher prise, mais moi je dirais plutôt apprendre à... Lâcher prise, c'est pour reprendre un peu les mots tout à l'heure de Xavier, qui disait que c'était être bien au quotidien, c'était d'être en adéquation avec soi-même, de se recentrer. Ouais, moi grâce au yoga, j'ai compris plutôt comment le mental et le corps fonctionnaient. Parce que avant, on est pleine balle, surtout quand on est trailer, on veut faire des volumes d'entraînement, optimiser ses performances. Et grâce au yoga,
pratique méditative, on a cette possibilité de comprendre comment le mental a un super pouvoir sur le corps. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la définition du Larousse que tu as donnée précédemment. On est capable, en pratiquant de façon régulière, bien sûr, c'est pas en allant faire 1 heure de yoga de temps en temps que ça va marcher, mais de voir que le mental est là pour produire des pensées négatives. On est fait pour ça. On sait plus produire du négatif que du positif. Mais si on n'a pas pris le temps d'observer ces pensées négatives qui viennent à nous et la capacité que l'on a de se dire « Ok, bon, ben là, j'ai une pensée négative. J'ai mal au pied. Je viens de me tordre la cheville. Il y a le trailer à côté, un mec qui me double parce que je suis une meuf. » Voilà. Si vous n'êtes pas capable d'observer que ce n'est qu'une pensée qui arrive à vous et de dire « Ok, maintenant, j'en fais quoi ?» Je m'en détache. Je reviens à mes sens. Là, je suis en train de courir. Je suis dans le Seine-Noz. J'ai ma respiration. J'ai les odeurs. J'ai ce petit caillou. Je suis venue chercher ces éléments-là et de te raccrocher, en fait, à pourquoi tu es là. Moi, je le faisais, mais de façon peut-être un peu trop inconsciente pour que ça me permette d'aller chercher de la plus longue distance. Question pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu gagnes, si je ne me trompe pas sur la date, en 2017. Ouais. Tu es revenu cette année, mais tu n'étais plus la même athlète. Plus du tout. Et quelle a été la place du yoga dans l'acceptation ? Parce que comme tu le dis, tu jouais les premières places en 2017, tu gagnes. Là, cette année, on va dire quelque part, tu prenais le départ pour finir, pas pour gagner. Exactement. Et ça a été hyper important. J'ai eu un gros travail mental avant de prendre la décision de revenir, parce que je savais que je revenais, comme tu disais, en étant une athlète complètement différente. Plus du tout la même capacité de jouer devant. J'ai eu 2 enfants, j'ai monté ma société, je travaille énormément. J'ai pas le temps de faire le volume qui me permettrait d'aller jouer la gagne. Et maintenant, la gagne, elle a vraiment le step dans le milieu du trail, le niveau dans le milieu du monde du trail a vraiment augmenté. Donc, c'était très challengeant pour moi de revenir en étant dans le sas avec les premières. Et je me revois d'ailleurs me dire « Mais c'est toi qui as gagné en 2017 ?» Non, en fait, non, je suis juste là parce que Stéphane a bien voulu que je sois dans le sas avec vous. Mais allez-y, les filles, jouez. Moi, je vais me positionner derrière. Et ça, c'est pas facile. On m'a posé la question « Pourquoi tu reviens sur la maxi alors que tu l'as gagnée et que tu vas pas la gagner ?» Fallait être honnête. Et justement, pour être capable de me détacher de ce côté performance, et là, le yoga m'a beaucoup aidée. M'a beaucoup aidée sur l'aspect cognitif, l'aspect mental, l'aspect retrouver mes valeurs, pourquoi je suis là, pourquoi je fais les choses. Est-ce que j'ai pas le droit de venir m'amuser sans aller vers la performance ? Et le yoga, il se pratique à quel moment finalement quand on fait du trail ? Alors j'imagine tous les jours, mais est-ce qu'il se pratique la veille de la course, pas la veille de la course ? Voilà, c'est... Il y a plein de manières de l'intégrer dans sa vie et dans son entraînement, je dirais. Le matin, c'est l'une des meilleures pratiques. Au réveil, c'est vraiment là où on a le plus de bénéfices. Mais ensuite, ça peut être aussi en fin de journée, derrière, dans un moment plus détente, plus relax, où on va déstresser de la journée derrière. Et le yoga, on l'intègre dans sa pratique d'entraînement en complément. Donc, il peut venir complètement en amont de sa pratique, pour délier le corps et puis avoir une meilleure pratique derrière, pour avoir une meilleure posture, se tenir plus droit, délier le bassin de manière à ce que le mouvement des jambes soit plus fluide, les épaules aussi déliées, parce que vraiment souvent on court un peu plus, je dirais, contracté. Voilà, donc on peut avoir différents types de pratiques. On peut avoir juste une pratique aussi uniquement mentale dans un premier temps pour se dire voilà, je vais faire ma sortie et qu'est-ce que je vais mettre en avant sur ma sortie ? Est-ce que je vais penser à mes appuis au niveau des pieds ? Est-ce que je vais penser à ma respiration uniquement ? On peut se donner un leitmotiv à chaque fois sur chaque sortie que l'on va faire. Et puis ensuite, on le met en application en fonction du type d'entraînement qu'on va faire, s'il est typé endurance, si on est sur la résistance, si on va faire du fractionné. Voilà, on peut se donner différents objectifs. Et du coup, la pratique que l'on va faire autour de ça, on l'adapte. Et puis du coup, on le fait comme si c'était un planning d'entraînement, sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, je dirais, et qu'on intègre facilement dans sa vie. Et au fur et à mesure, ça devient naturel. Avant d'aller à l'entraînement, on va faire un petit quelque chose en plus. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on l'augmente. Au début, ça peut être qu'un quart d'heure de respiration, de méditation.
au même titre qu'on va s'étirer avant de partir à l'entraînement. Et ben là, on va le considérer comme un échauffement, par exemple. Sauf que dans cette pratique, il y a un petit peu plus de mental, un petit peu plus de respiration, un petit peu plus d'intronisation, je dirais, pour pouvoir ressentir comment est-ce que est son corps à ce moment-là. Et puis du coup, on va pouvoir adapter l'entraînement derrière. Parce que si on a une petite douleur, si mentalement on est moins bien ou quoi que ce soit, on va être moins bien derrière pour aller courir. Donc, on s'adapte. Cette question, elle n'était pas anodine hein, quand on pratiquait, parce que l'année dernière, on s'était vu pour les réseaux sociaux de la Maxi Race et tu m'avais raconté, Perrine, une petite anecdote sur ta victoire de 2017. De la mémoire. Voilà. Et juste si tu peux raconter pour que les gens comprennent en fait quelle peut être la place du yoga à la fois dans la performance et aussi le moment où on peut le pratiquer. Moi, j'aimerais vraiment qu'on comprenne que le yoga, c'est un ensemble de pratiques, on peut retrouver plein de choses. Donc, c'est assez... ça permet d'aller, comme je le disais juste avant, d'aller chercher un moins grand volume. Parce que quand tu vas pratiquer le yoga, tu vas introduire du renfort, de la musculature profonde, de la respi. Et donc, pour la petite anecdote, moi, la veille de la Maxi Race, on a tendance, je sais, à avoir un petit footing à faire. Mon entraîneur, il m'avait donné 20 minutes à faire. J'en avais pas du tout envie. J'avais pas envie de courir. Et je suis allée dérouler mon tapis sur le ponton, là, au Vieux-Port, où on passe notre dernier kilomètre à la Maxi Race, d'ailleurs. J'habitais pas du tout Annecy, je connaissais pas. J'ai déroulé mon tapis, là, et j'étais juste... c'était magnifique. J'étais au bord du lac. J'ai fait 20 minutes de yoga. Et le lendemain, je gagne la Maxi. Et les sensations étaient... Incroyable. Alors, je dirais pas, attention, que c'est parce que j'ai fait 20 minutes de yoga la veille. Mais voilà, j'ai écouté mon corps. À ce moment-là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être plus vers quelque chose d'intrinsèque, de prendre un temps pour moi et pas d'aller courir alors que je passais mon temps à courir. J'avais besoin de me connecter à l'environnement, voir cette flaque, là, voir presque tout le parcours de ce point de vue. Et vraiment, je trouve que c'est aussi ça, le yoga, c'est être capable de savoir ce dont on a besoin et quand on en a besoin. Sans faire un jeu de mots, mais c'est une bulle d'oxygénation à ce moment-là ? Complètement. Ouais, complètement, parce que quand on pratique notamment une veille... Alors, on peut pratiquer n'importe quand dans la journée, je veux dire, comme tu disais très bien, David, le matin, le soir. On va simplement se dire, si je pratique le matin et que derrière, je vais faire mon footing à jeun, je vais privilégier une certaine pratique. Je ne vais pas aller faire de l'étirement poussé, passif. Je vais aller chercher peut-être plus de mobilité thoracique, optimiser mon ouverture costale pour aller chercher un souffle plus accessible. Ça, c'est une évidence. Mon mari, il est venu se former avec moi cette année. C'est un trailer bourrin, PTL, on y va. Et là, il me dit, il a la montre toutes les nuits, tu sais, il faut qu'il ait sa VFC, sa récup, on est à fond. Et il s'est mis au yoga, puis il me dit, ça a l'air quand même cool ton truc, il faut que je vienne voir. Et pendant une semaine, il a pratiqué tous les matins, on fait un travail respiratoire. Et il me dit, mais j'ai jamais eu ma VFC aussi bonne. Donc vraiment, le souffle permet d'améliorer les capacités respiratoires, d'améliorer le métabolisme de base. Donc vous récupérez mieux. Vous perdez pas de temps en fait en faisant du yoga, vous en gagnez. Oui. C'est quoi finalement, parce que c'est vrai que c'est un mot qui revient depuis tout à l'heure, travail respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que... Alors là, tu devrais faire un autre podcast parce que je peux t'en parler pendant des heures. Non, mais c'est vrai que c'est comme les gens maîtrisent la prépa physique, on sait fractionner, renfort, des mots que tu as employés, toi aussi, Xavier, mais travail respiratoire, on va dire, on va faire un peu travail respiratoire pour les nuls. Pour les nuls. Alors ça va regrouper plusieurs choses. D'un point de vue corporel, quand on peut rentrer dans cette catégorie de travail respiratoire, tout ce qui va être axé à la mobilité de ta colonne vertébrale. Donc ça paraît assez peut-être plus naturel de comprendre que si tu vas chercher des ouvertures costales, d'aller chercher des torsions, tu vas avoir une cage thoracique prête à mieux ventiler. Parce que quand tu vas te mettre à l'effort, tu vas avoir besoin d'oxygéner tes tissus, donc tu vas avoir besoin que tes poumons absorbent plus. Je parle peut-être pas trop d'oxygène. Donc, si ta cage thoracique, déjà, elle est réveillée, elle est prête à cette élasticité, tu vas avoir un meilleur apport, une meilleure vascularisation. Tu vas te sentir un peu, c'est toi Benoît qui nous le disait, mais ton premier footing, tu vas faire « Waouh, en fait, j'arrive à respirer, quoi, c'est ouf ». Oui, parce que pour que les gens comprennent, on avait parlé avant l'enregistrement de pratique du yoga et que j'avais pratiqué du yin yoga.
et que j'avais l'impression de flotter sur le début du footing. C'est ça. Exactement, parce que à l'intérieur de ta cage thoracique, quand tu vas respirer, tes poumons vont avoir besoin de se déployer, un petit peu comme un parapluie, là, un ballon de baudruche. Si ta cage thoracique, elle est très fermée parce que tu te fumes au crossfit, tu te fumes au gainage, tout ce qu'on connaît très bien en préparation, et que tu vas pas chercher de la mobilité, je parle pas forcément d'étirement, mais pas chercher de direction qui permette à ta cage thoracique d'aller vers cette ouverture, il te manque un facteur en fait. Il te manque vraiment un facteur. Donc ça, c'est le premier aspect corporel. Et ensuite, à l'intérieur de tes poumons, il se passe des échanges gazeux qui sont absorbés soit par le nez, soit par la bouche. Ceux qui me connaissent savent que c'est mieux par le nez. Exactement. Et donc, par la pratique du yoga, on va vraiment travailler ces échanges gazeux. Donc ça peut être, je sais pas, il y a plein de techniques respiratoires qui nous permettent de travailler ça. Ouais, c'est vraiment améliorer son souffle. Et dans améliorer son souffle, on améliore sa performance. Mieux on oxygène son corps, mieux le corps est préparé pour une activité physique. Et mieux il va récupérer aussi. Exactement. Donc c'est récupération, amélioration des performances. Quand on parle d'endurance, respirer uniquement par le nez, par exemple, comme tu le disais si bien, ça permet d'aller chercher plus loin dans la respiration. Alors respirer, c'est pulmonaire, mais aussi on peut utiliser son diaphragme, son ventre, le haut des épaules. On peut aller chercher beaucoup plus loin dans la respiration, et ça, naturellement, on ne le fait pas. Quand on vit, on respire normalement au quotidien, mais ensuite, il y a différentes techniques qui font qu'on peut aller chercher plus loin dans cet aspect respiration et aller chercher plus loin au niveau des alvéoles. Il y a un petit exercice comme ça que j'aime bien donner pour chacun. Ils peuvent faire l'exercice de fermer la bouche et uniquement de respirer par le nez et d'aller, pour l'instant, uniquement marcher. Et puis au fur et à mesure, on essaye de marcher un petit peu plus vite. Mais on ferme la bouche, on met même un scotch sur la bouche et on essaye uniquement de respirer par le nez. Et on va voir qu'à un moment donné, on va être obligé d'aller chercher des solutions pour respirer un petit peu plus, pour aller chercher un peu plus loin. Donc il va falloir qu'on s'ouvre au niveau de la cage thoracique, qu'on aille respirer encore plus profondément pour pouvoir continuer à avancer. Et ça améliore vraiment la partie endurance pure qui intéresse le trailer et ceux qui pratiquent l'ultra trail en l'occurrence. Voilà, c'est un petit exercice tout bête, vous essayez de le faire et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, ça peut vite se compliquer. Ce qui intéresse aussi le coureur, qu'il soit trailer ou ultra trailer, c'est la prévention des blessures. En quoi le yoga peut aider, parce que vous en avez un peu parlé depuis tout à l'heure par moment, mais en quoi le yoga peut prévenir les blessures ? Alors là, sur la prévention de blessures, il y a vraiment l'aspect pratique physique qui va vraiment rentrer en compte, tout le flow que l'on va faire derrière, les différentes postures que l'on enchaîne. On va pouvoir travailler des choses comme la proprioception, par exemple. Le travail sur un pied est un exemple, mais voilà, on va pouvoir aller travailler des petits micro-mouvements qui permettent de prévenir une blessure de la cheville, par exemple, si on parle de cette posture-là sur un pied, en l'occurrence. Et après, il va y en avoir plein d'autres qui peuvent prévenir justement et qui s'intègrent complètement dans votre préparation physique pour renforcer musculairement votre corps et mieux le préparer à l'effort et à la pratique du trail en l'occurrence, puisqu'il y a vraiment une technicité à avoir physiquement pour être plus performant ensuite derrière. C'est une connaissance de son corps. Ouais. Oui, c'est appréhender un peu mieux le mouvement du terrain et jouer avec son corps pour qu'il puisse s'adapter à ce qui va se passer devant lui. Je sais que toi, Perrine, tu organises des stages aussi, un stage yoga et trail. Toi, tu recueilles aussi des comment on dit, patients, pratiquants, je ne sais jamais trop en yoga. Non, des patients. Au début, ils arrivent, ils sont patients et après, ils sont être patients au début. Quelle est la démarche en fait de ces hommes et de ces femmes ? Est-ce qu'il y a plus d'hommes qu'auparavant ou quel est le public ? Pendant nos séjours, même d'une façon pratique générale. Alors, moi, j'ai de plus en plus d'hommes dans mes cours parce que je pense que j'enseigne en yoga qui leur parle aussi. J'ai pas du tout une pratique posturale
qui est instagrammable. Ne cherche pas à faire la jolie posture. Voilà, je suis pas la plus souple, mais je donne une approche très fonctionnelle et assez concrète. En tout cas, comme tu dis, hein, dans la continuité de la prévention des blessures, ils y trouvent un sens. Donc les hommes de plus en plus, mais ça reste encore un public difficile à séduire. Je pense parce que le yoga regroupe plein de préjugés. Dans nos yoga trails, on est quand même en majorité des femmes, même si on communique sur le fait que c'est ouvert aux hommes. Il y a une appétence plus clairement féminine. Pourquoi je sais pas, je vous pose la question aux hommes. On fait peur? Non, je pense que c'est lié aux images qu'il y a auparavant, parce que ça a surtout été des femmes, en tout cas sur l'Europe, on va dire, c'est surtout une pratique féminine, alors que si on prend sur l'origine en Inde ou quoi que ce soit, ce sont les hommes qui pratiquaient dans un premier temps le yoga et qui l'enseignent, et non pas des femmes. Donc voilà, et ça s'est féminisé, je dirais, sur la partie européenne et américaine, mais l'origine du yoga, ce sont les hommes qui le pratiquaient, donc voilà, et l'enseignaient. Donc, quelle est la démarche finalement des gens quand ils viennent vous voir? C'est pourquoi, et surtout s'ils sont trailers, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Moi, je pense qu'ils arrivent à un moment donné où ils ont un peu fait le tour de la grosse charge d'entraînement, le plan d'entraînement un peu basique dans les premières années du trailer. Et après, ils se blessent ou ils se disent « là, je fatigue un peu, je suis moins performant ». Et le yoga arrive dans cette démarche de, je pense, un peu plus en besoin d'intériorisation. Quand tu fais de l'ultra-trail, c'est peut-être un peu plus parlant que quand tu fais du trail court. Mais ouais, ils sont dans une démarche de complémentarité de la discipline. Et ils sont très souvent, enfin moi ça m'est jamais arrivé, ou alors ils me l'ont pas dit, mais séduits par le yoga. Quand ils arrivent, souvent, moi, ils n'ont jamais pratiqué. Hein. Ils ont pratiqué le trail, ça on peut y aller, pas de problème. Mais le yoga, ils disent, moi c'est mon premier cours. c'est ça. Est-ce que finalement l'investissement qu'on peut mettre dans une course, dans un ultra notamment, l'investissement mental, finalement aide aussi à bien progresser en yoga, parce qu'on a une... Ouais, il y a un vice-versa. Ouais. Tout est lié. Tout est lié. À la fois, la pratique sportive fait qu'on essaye de le mettre en application dans le yoga, et puis inversement. Et les expériences aussi que l'on a eues à travers ces entraînements ou des courses, au fur et à mesure, on essaye de l'intégrer dans sa pratique. On se dit, ah tiens, à ce moment-là, j'ai eu ça. Si j'avais fait ça, peut-être que... et puis du coup, inversement, quand je me prépare pour le prochain objectif, ça, je ne veux pas le revivre. Donc, je vais essayer de mieux le préparer pour que ça se passe mieux à ce moment-là. Donc, les deux aident. Mais c'est la manière dont on avance dans la vie, je dirais. On se renforce de ces expériences, de tout ce que l'on peut vivre, de tout ce que l'on peut ressentir, de ce que l'on partage aussi, parce que la notion de partage est vraiment hyper importante. Se connaître soi-même, c'est aussi s'ouvrir sur les autres. Et s'ouvrir sur les autres, c'est du partage, c'est communiquer, c'est dans le regard, c'est dans la manière dont on va aborder les autres, la manière dont on va courir avec les autres. Pas forcément être tout le temps que dans sa bulle. C'est bien, mais il y a aussi besoin de partager. Un événement comme la Maxi Race, c'est du partage. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller profiter de la nature tous ensemble. Il y a une notion de performance, certes, mais voilà, on va courir dans la nature, quelque chose que l'on aime faire. Et c'est vrai que tu parles de la Maxi Race, tu as donné des cours pendant la Maxi Race. Est-ce qu'il y a des personnes qui venaient pour découvrir et qui sont revenues après? Ah, beaucoup. Il faudra que tu me redemandes, Stéphane. Non, notamment, il y a un kiné très connu sur les réseaux qui était venu à un cours que j'avais donné la veille de la Maxi Race et qui courait le 42 km, je crois. Et le lendemain, il était venu me voir, il m'avait dit « Mais Perrine, j'ai été bien tout le long de la course grâce au cours la veille. » Il y a vraiment ce lien entre yoga et trail qui est pour moi majeur. C'est pas pour rien qu'on organise des séjours, c'est pas pour rien qu'on a une formation qui arrive à part entière sur le sujet. Donc et j'ai beaucoup de gens qui reviennent ensuite. Donc j'ai une plateforme en ligne, ça leur permet, je le vois après, ils se connectent. Ce troisième épisode touche à sa fin. Une dernière question à chacun. Quel message vous avez envie de faire passer pour que les gens brisent les barrières, brisent les préjugés et viennent découvrir?
qu'est-ce que vous avez envie de lui dire chacun à votre tour? Alors, sans spoiler une marque de fast-food, mais venez comme vous êtes au yoga. Vraiment, n'attendez pas d'être... souvent, on me dit, je vais pas au yoga parce que je suis pas souple. Mais justement, venez au yoga parce que vous en avez besoin. Ouais. Venez au yoga parce que vous n'êtes pas souple, en fait, c'est ça? Ouais. Oui, venez au yoga parce que, voilà, venez découvrir en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ensuite, venez y prendre ce dont vous avez besoin. Et après, voilà, il se passera des choses. Mentalement, physiquement, il y aura des choses, quoi qu'il arrive. Donc, ça sera que du bénéfice. Merci Perrine, merci. Xavier, c'est la Merci, fin de ce Benoît. 3e épisode. Merci à Ravision Studio de nous avoir accueillis dans ses locaux. Nous, on vous dit rendez-vous le mois prochain. Alors d'habitude, on dit d'ici là, portez-vous bien. Alors, qu'est-ce qu'on... bien. Voilà, c'est ça, je vous laisse... Respirez bien. Respirez bien. Bah voilà, yoguez-vous bien et sportez-vous bien et surtout respirez bien. Merci Merci. beaucoup. Merci.